Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Dr Khadija Assaballa. Elle est présidente de la commission développement rural et environnement. Il sera question au cours de cette émission de la présentation de la dite commission. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes présidente de la commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement votre structure? La commission développement rural et environnement, c'est une commission parmi les 12 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Selon l'article 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, elle est en 4e position, la commission développement rural et environnement. Elle est composée de 14 membres, un bureau qui est composé d'un président, vice-président, et 3 rapporteurs, un rapporteur général et ses 2 adjoints. Et cette commission a été mise en place en 2011 lors de la 3e législature. Et depuis lors, elle continue à travailler sur les questions liées à l'environnement et au développement rural. Et comment fonctionne cette commission? La commission fonctionne, comme je dis, selon l'article 55 de disposition des règlements intérieurs. Et là, elle a plusieurs domaines qui le couvrent. Dans le domaine de tout ce qui est lié au développement rural, tout ce qui est lié à l'environnement. Et la commission, comme je dis, c'est son bureau qui pilote les activités. Après la saisine par l'Assemblée nationale, elle va entamer son travail avec tous les membres de la commission. C'est un travail collégial que la commission fait avec tous les députés membres de la commission. Chaque député est libre d'émettre son avis comme il veut pendant les débats sur les différentes questions liées au projet, aux amendements, aux propositions de loi. Tout ça, on fait un travail collégial avec tous les membres de l'Assemblée, tous les membres de la commission. Oui, Présidente, tout de suite dans la présentation de votre commission, vous dites que c'est une commission qui est en charge des questions environnementales et des questions liées par exemple au secteur agricole. Alors dans le secteur agricole, comment travaille votre commission? Quel est son domaine d'intervention dans le secteur agricole? Comment elle fonctionne? La commission, sur le plan de développement rural, elle a un champ très large. Elle couvre l'agriculture, l'élevage, l'eau, l'hydraulique urbain et rural, et puis l'environnement, la pêche aussi. Donc dans ce domaine, ce n'est pas l'agriculture seulement. La commission peut à tout moment interpeller un membre du gouvernement. Il peut additionner les membres du gouvernement dans les commissions. Les membres de la commission peuvent, sur une question d'actualité, ils peuvent se réunir ensemble pour demander l'addition d'un ministre sur un sujet. S'il y a un projet de loi, une proposition, un amendement venant du gouvernement ou bien venant d'un député à l'Assemblée nationale, la commission aussi peut se réunir pour demander l'avis du gouvernement et additionner les ministres qui correspondent à leur domaine à tout moment et dans toutes circonstances. Alors dites-nous quel est le rapport que la commission a avec le gouvernement, les partenaires au développement et d'autres commissions de l'Assemblée nationale? La commission de développement rural et environnement, comme son nom l'indique, c'est une commission très sensible. Non seulement elle collabore avec le gouvernement, j'ai dit dans le cadre de la Constitution et dans le cadre du règlement intérieur, mais elle travaille également avec les partenaires. Nous avons des partenaires très importants comme la FAO et l'Union européenne, et nous avons travaillé avec eux
pour plusieurs activités, et surtout dans le réseau de nutrition alimentaire, de la sécurité alimentaire à l'échelle sous-régionale, donc l'Alliance des Tchad ici. Moi-même, je suis la présidente et plusieurs membres de la commission sont membres de cette alliance. Nous travaillons avec les FAO dans ce domaine, dans le domaine de la malnutrition, de la sécurité alimentaire. Et avec le PNUD et l'Union européenne, nous avons plusieurs activités en dehors de la relation, comme j'ai dit, régalienne avec le gouvernement. Et puis la Commission aussi a travaillé dans l'échelle internationale, dans le cadre de la Convention de lutte contre la désertification. Pour 2 mandats, le président de l'Assemblée nationale était le président du comité directeur de la Convention lutte contre la désertification. Et la Commission toujours elle a accompagné le président dans toutes les réflexions qui étaient menées à l'échelle internationale, à la conférence internationale sur la désertification, sur le changement climatique. Nous avons fait un grand plaidoyer et ces plaidoyers étaient distribués. On a fait même le pays de la sous-région pour le transfert des eaux au Bangui. Et ça, la Commission était très active pour faire le plaidoyer à travers le réseau de Répar, à travers la Commission. Et nous avons fait plusieurs missions avec les parlementaires, nos collègues de la sous-région, pour les sensibiliser sur l'importance de ce transfert de l'eau du Zobangui. Et ce plaidoyer, c'est un grand document qui est là. Même nous avons laissé dans l'archive de l'Assemblée nationale à la fin du mandat. Et en plus, sur le changement climatique, la Commission a travaillé plusieurs fois avec le gouvernement pour harmoniser notre point de vue avant d'aller dans les conférences internationales pour assister au COP. Plusieurs COP, la Commission a assisté avec le parti qui est notre gouvernement, et on a fait des réflexions ensemble parce que dans la session parlementaire, il faut qu'on dise la même chose avec le gouvernement. Et ça, c'était vraiment, il faut réjouir aussi de la collaboration avec le gouvernement, avec la Commission. Depuis la création de la Commission jusqu'à nos jours, nous avons toujours accompagné le gouvernement dans les différentes réflexions et nous avons dit notre point de vue et nous avons fait des propositions aussi sur la vie de la population qui peut contribuer à la protection de l'environnement. Par exemple, la diminution du prix du gaz. Nous avons fait une séance de travail. Les membres de la commission ont demandé d'interpeller le ministre de l'Environnement. C'était à l'époque Abdelkarim Agar. Et nous avons fait des recommandations, parmi lesquelles de diminuer, c'était 3 000 le prix de bouteille de 6 kilos. Nous avons demandé qu'il diminue le prix. Ils nous ont promis d'étudier et ils ont ramené à 2 000 francs. Donc, je crois que la Commission a beaucoup contribué dans la vie même active de la population pour que les gens arrivent à faire, à eux-mêmes de faire adopter la notion de protection de l'environnement. Oui, en vous écoutant, vous avez de bons rapports avec le gouvernement, les autres partenaires au développement. Mais quelle a été donc la contribution de la Commission dans la protection de l'environnement, la dégradation de l'environnement, les coupes abusives des arbres qui persistent toujours? Ça, nous avons fait une mission à Galendem. Vous êtes même été avec nous. C'était une grande mission. On est parti à Galendem sur un rapport d'un député, d'un membre du Parlement,
qu'il a relaté les faits de coupe abusive de bois et comment les gens sont en train de faire fabriquer les charbons. Et nous, on a écrit au président de l'Assemblée nationale qui nous a instruit d'aller constater sur le terrain la fête. Donc nous sommes partis et faire la mission. Nous sommes restés plusieurs jours à Galendeng. Chaque jour, on descend sur le terrain pour constater, mais c'était terrible. C'était terrible, on a pris toute la population en témoin, parce que ce qui était passé à Galendeng, c'était vraiment hors imagination. Donc, nous avons constaté les fours de charbon, les coupes de bois. Et là, on a trouvé comment la forêt était détruite, même des arbres étaient coupés. Là, c'est un grand événement et nous avons fait notre rapport. Et chaque fois qu'il y a une opportunité, nous faisons les descentes sur le terrain. Nous constatons, même des alentours d'Indiamena ici, il y avait des événements, nous sommes partis voir et on fait toujours notre remarque, nos recommandations, nos observations au gouvernement pour que le gouvernement tienne en compte. Oui, Madame la Présidente de la Commission Environnement, la représentation nationale a eu à adopter le code pastoral. Malheureusement, ce code pastoral a été retiré par le feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le code pastoral qui a été défendu valablement par la commission, votre commission? Le code pastoral que nous avons aujourd'hui et qui fait une loi en vigueur, c'est une ordonnance de 1959, juste avant l'indépendance. Depuis 1959, qu'il parle de couloir de transhumance, mais ce n'est pas suffisant. Et ces couloirs de transhumance qui étaient définis en 1959 n'ont plus d'actualité aujourd'hui. Et se demande, le couloir de transhumance doit être réactualisé. Et je crois que l'essentiel du problème des éleveurs agriculteurs se résume sur le couloir de transhumance. Au moment qu'il n'y a pas une loi qui définit clairement le couloir de transhumance, les éleveurs prennent le couloir qui leur semble bon. Et peut-être ce sera sur la route d'un village, sur la route d'un champ de quelqu'un. Et sur ça, moi, en tout cas, je pense que le gouvernement a le devoir de revoir le code pastoral. Nous avons, avec beaucoup de difficultés, adopté à la commission le code pastoral. Le code pastoral était composé de 96 articles. Sur les 96 articles, la représentation nationale a fait des amendements sur 88 articles. Nous avons pris en compte. Nous avons pris en compte, je ne peux pas dire tous les amendements qui étaient déposés, mais la plupart des amendements, nous avons pris en compte. Même le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a fait plusieurs amendements. Et nous avons pris la grande partie des amendements venant de mesdames et messieurs les députés. Et après trois mois de travail, nous avons adopté le code pastoral pour une deuxième lecture. Parce que la première lecture était rejetée, et il y avait beaucoup d'amendements, et on a pris ces amendements encore en compte, on a repris, et en deuxième lecture était adopté par la représentation nationale, et sur la pression de la classe politique, elle n'a pas été promulguée. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose. Il faut avoir un code pastoral qui définit le couloir de transhumance. Tant qu'on n'a pas défini le couloir de transhumance, avec la pression du changement climatique, avec la pression de rareté de pâturage,
et le manque de politique d'installation des éleveurs par le gouvernement, les éleveurs sont dans l'obligation de continuer à chercher le pâturage là où se trouve. Et ça, c'est une nature propre à un berger. Il va trouver là où il y a les herbes, il y a où les pâturages, et ça, on ne peut pas les empêcher. Si on ne peut pas les empêcher, il vaut mieux d'organiser ce secteur, et faire le couloir de transhumance et chercher la politique d'installation des éleveurs pour qu'on finisse une fois pour toutes avec ce problème. Oui, le code, en vous écoutant, le code pastoral est toujours resté dans le tiroir de la 3e législature. Est-ce que ce n'est pas un danger pour un pays qui vit sans un code pastoral? Surtout le code pastoral n'a pas resté dans le tiroir de la 3e législature. La 3e législature a travaillé le code pastoral, l'a adopté à l'Assemblée nationale. Dans quelle séance on a adopté le code pastoral. Et là, c'est le gouvernement qui n'a pas promulgué ce code pastoral. Donc, normalement, le gouvernement doit faire la lecture et amender ce qui veut l'amender et nous ramène à notre lecture et qu'il n'a pas fait jusqu'à la fin de la législature. Jusqu'à la fin de la législature, nous attendons que le gouvernement nous ramène le code pastoral, mais il n'a pas ramené. C'est pour cela que je dis le code pastoral n'est pas à l'Assemblée nationale, n'est pas dans le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons adopté le code pastoral le 11e mois 2014 pour une deuxième lecture. Et c'était adopté par l'Assemblée nationale. Mais c'était passé, hein. C'était adopté. Quand je dis adopté, c'est-à-dire il y avait la majorité absolue pour le vote de ce code. Mais le gouvernement n'a pas ramené après. Si ce n'est pas promulgué, ça veut dire que ce n'est pas une loi en vigueur. Donc après ça, normalement, le gouvernement doit revoir le code et enlever ce qu'ils ne veulent pas et nous ramener pour une 3e lecture même, ou bien pour les réadopter à nouveau, mais le gouvernement n'a pas fait. Donc ce n'est pas la faute de l'Assemblée nationale, mais c'est un manquement du gouvernement. Donc vous jetez les anathèmes sur le gouvernement? Ah même, bien sûr. Et le gouvernement qui veut à ce qu'en ce moment cette population vit en sécurité, est-ce que c'est pas du fait que le code pastoral n'est pas aujourd'hui adopté que nous assistons toujours à ces conflits agriculteurs-éleveurs? Mais je dis que le code que nous avons en mai et maintenant en vigueur, c'est depuis novembre 1959. Donc c'est caduc? C'est pas caduc, c'est en vigueur. Parce que ça n'a pas été annulé, ça n'a pas caduc. La loi est en vigueur. Mais ne répond pas à nos données actuelles. Oui, mais les données ont changé depuis 1959. Vous voyez un peu, les données ont changé depuis 1959. Ce n'est plus de l'actualité. Normalement, le gouvernement doit veiller à réactualiser le code pastoral et ce qu'il a fait. Et nous, à notre niveau, on a fait notre travail, mais quand c'était adopté, le gouvernement n'a pas promulgué. Et quand il n'a pas promulgué, ça veut dire qu'il y a des choses que le gouvernement, dans certains articles, n'a pas d'accord. Et doit refaire la relecture et enlever ce qui n'est pas bon et nous ramener en deuxième amendement, en deuxième adoption, mais il n'a pas amené jusqu'à nos jours. Non, mais conformément à votre travail qui est celui de contrôler l'action du gouvernement, vous pouvez par exemple interpeller le gouvernement à travers une question orale avec débat. Pourquoi pas solliciter une enquête parlementaire sur ces codes? Sinon, un projet de résolution? Un projet de résolution, on n'a pas fait. Parce que nous, à notre avis, nous avons fait notre travail. Je dis c'est un travail qui n'a pas été facile. Pendant 3 mois, nous faisons étudier le code pastoral que le gouvernement a amené et qui est composé de 96 articles. Nous avons étudié article par article. Mais après, quand le gouvernement n'a pas adopté, n'a pas promulgué, normalement, eux-mêmes, ils doivent revoir parce que nous, on a fait notre travail correctement
Et nous pensons que la commission et les membres de l'Assemblée nationale, ils ont fait des amendements et c'était pris en compte par la commission. Normalement, le travail de l'Assemblée était terminé à ce niveau. Le reste, c'est le gouvernement. Si nous avons adopté un projet de loi et le gouvernement n'a pas promulgué, ça veut dire qu'il y a des choses qu'après même adoption, même ce travail des amendements, d'adoption des amendements, c'est un travail qu'on a fait ensemble avec le gouvernement. Et après tout ça, c'est le gouvernement, il a des observations, normalement, il doit relater ça à l'Assemblée nationale et c'est à lui de reprogrammer. Au gouvernement de demander la programmation des projets de loi. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas une proposition venant des députés, c'est le gouvernement qui est le maître du calendrier de l'Assemblée nationale et doit ramener en deuxième. Mais comment définir le couloir de transformation? Mais c'est par le code pastoral. Il faut que le gouvernement... Et surtout qu'aujourd'hui, on assiste à une espèce des éleveurs, ou des commandants de brigade qui sont des grands éleveurs devant les pauvres paysans. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, madame? Mais j'ai dit le gouvernement doit faire un comité technique et doit revoir le code pastoral qu'on a adopté à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le code, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont en main le code pastoral que le gouvernement a déposé au bureau de l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas celui qui a été amendé et adopté en plénière. Vous voyez un peu la différence, l'alliance qui les gens font la tractation sur le code pastoral parce qu'ils ont la lecture du premier code pastoral. Donc il y avait deux codes. Non, mais le code, initialement, le gouvernement a amené et a déposé à l'Assemblée nationale. Et le code qu'on a adopté en plénière à l'Assemblée nationale. Et là, ce code-là, c'était amendé, nettoyé. Il y a beaucoup de choses qu'on a enlevées, il y a beaucoup de choses qu'on a amendées. Donc, si le gouvernement n'a pas promulgué le deuxième, il faut qu'il fasse un comité technique, réétudie le problème et ramène à l'Assemblée nationale, même au CNT, pour revoir les difficultés qui est dans le code pastoral, pour les réadapter au nouveau. Mais quand on le laisse comme ça, et les éleveurs n'ont pas de couloir de transhumance, et les paysans ne sont pas protégés, ce n'est pas une bonne chose. Oui, vous êtes présidente de la commission environnement. Alors, durant toute cette législature, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans votre commission, surtout que vous avez eu à gérer cette commission? Nous avons fait adopter 90 lois, entre un projet de loi et des propositions. Nous avons adopté à la commission, soit on a produit un rapport à la plénière pour édifier la plénière, soit on a fait un avis pour contribuer avec une autre commission qui fait le rapport ou bien l'étude de fond. Nous donnons notre avis. Nous avons adopté 90 lois projets. Parmi ces lois, ce qui nous a marqué à la commission, et nous avons beaucoup défendu et beaucoup de débats sur ce projet de loi, c'était, comme je dis, le code pastoral. Le code pastoral, ce n'a pas été facile, que même au niveau de la commission, l'a adopté, et ce n'a pas été facile même à la faire passer en plénière. C'était rejeté, premièrement. Pour une deuxième lecture, nous avons revenu après plusieurs amendements, comme j'ai dit, et sur 96 articles, il y a 88 amendements. Ça veut dire que chaque article, il y avait son amendement par les membres de l'Assemblée nationale. Donc, c'est ça qui nous a pris, et malheureusement aussi, après son adoption à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été promulguée. Il n'y a pas de reproche sur la 13e législature à inlassablement œuvrer pour le bien-être de la population, conformément à sa feuille de route. Et sur ces mots que nous tirons à la fin de cette émission,
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous venez là de recevoir sur ce plateau Dr Khadija Asaballa. Elle est présidente de la commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale. Il était question au cours de cette émission de la présentation de sa commission. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci.